Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Best of Beast. Aujourd'hui j'ai décidé de m'attarder sur un sujet très intéressant proposé par Franck en commentaire. Franck propose donc que je parle des capacités de l'homme par rapport aux grands singes, leurs ressemblances et leurs différences. Et en effet le sujet est passionnant, mais pour le comprendre, il faut poser les bases de nombreuses réflexions, alors préparez-vous pour la mise en contexte la plus longue de l'univers. Tout d'abord, contrairement à ce que disent les créationnistes, nous sommes des animaux. Il n'est pas rare que des gens pensent que l'homme n'est pas un animal, et ceci est absolument faux. Pour expliquer ça très rapidement, il existe 5 grands règnes du vivant, les animaux, les plantes, les champignons, les protistes et les prokaryotes. À la limite, on peut y ajouter les eubactéries et les archéobactéries, mais dans tous les cas, à moins que vous ne soyez une fougère, une truffe ou un micro-organisme, vous êtes un animal au même titre que tous les autres, et l'homme n'a rien de supérieur. Cette idée selon laquelle nous sommes différents des autres animaux vient de la religion qui affirme que nous avons une relation privilégiée avec Dieu, et que les animaux ne sont rien d'autre que notre repas. Pourtant la science a bien prouvé que Dieu ou pas Dieu, nous n'avons rien de supérieur. Ce qui nous a permis de dominer le monde, c'est notre intelligence. Et ça, ce n'est qu'un atout au même titre que l'atout des araignées qui est d'être dégueulasse. Ces réflexions faites, nous avons cherché à comprendre notre place dans le règne animal, et donc à définir ce qui est propre à l'homme. Évidemment, en ce faisant, nous avons pensé aux grands singes. Et pour cause, nous sommes des primates. Certaines personnes disent que nous descendons du singe, et c'est faux. L'homme est tout simplement un grand singe au même titre que le gorille, le chimpanzé, l'orang-outan ou le bonobo. Il est aussi différent d'un gorille qu'un chimpanzé, et n'est pas plus évolué que le moindre de ses cousins. Et là on entre sur une autre idée archi-fausse, le fait que l'on soit plus évolué. Si l'on en croit cette pensée, tous les animaux évolueraient moins vite que l'homme. Je vous laisse réfléchir quelques instants à la bêtise qui vient d'être proférée. Évidemment, c'est faux. L'évolution est pour l'homme comme pour tout autre animal très hasardeuse puisqu'elle consiste en la naissance d'individus possédant de nouvelles capacités qui vont leur permettre de se reproduire davantage, imposant ainsi cette nouvelle capacité aux générations à venir, au détriment des individus ne possédant pas cette capacité. Ainsi, l'homme n'a pas évolué davantage que les autres singes, mais il a évolué à sa manière, et c'est au fur et à mesure de son évolution qu'il a pris le contrôle du monde. Un autre singe aurait tout aussi bien pu faire de même si son évolution y avait prêté. Une évolution perdure si les individus évolués parviennent à se reproduire efficacement. Saviez-vous qu'à une certaine époque, les gorilles ont évolué vers une bipédie partielle, les rapprochant considérablement des hommes? Cette évolution a bel et bien eu lieu, mais comme elle n'était pas vivable, elle n'a pas duré et le gorille a recommencé à se reposer sur ses bras également. Si vous n'êtes toujours pas convaincu de notre proximité avec les singes, parlons en pourcentage. En biologie, on calcule les différences entre deux individus par les gènes. Et entre un génome humain et un génome de bonobo, la différence est de 1,3%. Ce taux de différence est plus faible que celui entre deux fauves. Vous ne confondrez pas pour autant un bonobo avec un humain. C'est pourtant un pourcentage infime qui montre que les grands singes sont très proches de nous. Pourtant, jamais il n'y a eu de technologie ou de civilisation parmi les singes. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que les singes n'ont pas agi comme les hommes? Pour répondre à cette question, voyons ensemble les différences les plus connues entre l'homme et les grands singes. Les sentiments? Beaucoup de personnes pensent que les animaux n'ont pas de sentiments, qu'ils ne sont pas capables d'altruisme. Pourtant, beaucoup de cas ont prouvé le contraire. Les grands singes et les loups par exemple ont des semblants de rites funéraires. Pour les singes, il s'agit de véritables deuils, et pour les loups, il s'agit d'hurlements autour du défunt. Mais même parmi les animaux de compagnie, cela se voit. Des chiens qui se laissent mourir à la mort de leur maître, des exemples en ce sens, il y en a de très nombreux, et certains sont très connus. Le cas le plus connu est certainement celui de ce lion nommé Christian. Adopté par deux Anglais en 1969, ses maîtres l'éduqueront et joueront avec lui durant toute son enfance, jusqu'à ce qu'il devienne trop gros et trop dangereux. Alors ils l'emmèneront dans des terrains pour continuer à jouer avec lui. Un jour cependant, le lion devient adulte et le garder s'avère impossible. Il décide alors de le relâcher dans une réserve en Afrique. 2 ans plus tard, les deux Anglais reviennent le voir pour savoir s'il a su s'adapter à la vie sauvage. Et en effet, c'est un lion adulte suivi de sa meute entière qui vient à leur rencontre. Ce qui suit dans la vidéo qu'ils ont tournée est alors époustouflant. Le lion quitte son groupe pour se jeter vers ses maîtres, non pas pour les dévorer mais pour se jeter dans leurs bras et leur faire la fête comme un chien qui revoit ses maîtres après des vacances d'été. Christian n'avait pas oublié ses maîtres après 2 ans de vie sauvage et il les adorait toujours. Le deuxième exemple le plus connu est celui d'une femelle orang-outan dans un zoo aux États-Unis qui vient de subir la mort de son compagnon. Le zoo explique la situation aux visiteurs à l'aide d'un panneau devant la cage de la femelle, mais ce dernier n'était pas nécessaire. D'après les visiteurs l'ayant vu, c'était une peine humaine que l'on voyait sur son visage. C'était un visage humain. Les gens voyant en elle une femme endeuillée, effondrée par le chagrin. Si bien que la nouvelle se propagea, et très vite des gens partagèrent le deuil de la femelle. Ce sont 2 petits cas parmi tant d'autres, mais ils nous apprennent que les animaux eux aussi ont des sentiments, et le savoir, c'est une évolution en soi. En deuxième point, nous pourrions parler des armes et des outils. En effet, quand on y pense, le symbole de l'homme, c'est les armes. Lorsque l'on voit un documentaire sur l'origine de l'homme, les premiers pas vers l'évolution, c'est l'utilisation des bâtons comme lance.
c'est la création d'outils avec des bâtons et des pierres. Dans nos esprits, c'est le premier pas vers la technologie, alors comment notre animal pourrait-il maîtriser cela? Eh bien une seconde fois les grands singes nous rattrapent en faisant exactement de même. Attraper des petits mammifères avec un bâton pointu, briser un fruit trop dur avec une pierre, attraper des fourmis dans leur fourmilière à l'aide d'un bâton, se battre entre eux à l'aide de ces mêmes outils, c'est ce que l'homme a fait jadis. Le singe l'a fait aussi. Alors pourquoi ces singes n'évoluent-ils pas vers une quelconque forme de technologie ou de civilisation? Eh bien on en arrive au troisième point, le point décisif. La conscience de la mort fut également un des très grands arguments pour distinguer l'homme du reste du règne animal. Et si nous avons prouvé dans la partie sur les sentiments que la majeure partie des animaux ont conscience de la mort chez les autres, il n'est pas prouvé que ces derniers aient conscience de leur propre mort. Comme le disait Nietzsche, l'animal est attaché au piquet de l'instant, et cela signifie qu'il n'a pas directement conscience qu'il est éphémère. Ce qui vient avec la conscience de sa propre mort, c'est le besoin de transmettre. Et je pense qu'il s'agit là du seul et unique point qui distingue l'homme des autres animaux, et lui a permis d'en arriver à ce qu'il est aujourd'hui. Les singes sont capables de grandes choses tout comme bien d'autres animaux, mais lorsqu'ils meurent, ce qu'ils ont appris ou découvert sombre dans l'oubli. L'homme, lui, dès ses débuts, a compris que s'il transmettait ses découvertes aux générations suivantes, elles lui survivraient même après sa mort. C'est ainsi que petit à petit, l'homme s'est élevé au sommet de la chaîne alimentaire, car chaque découverte, chaque leçon, est retenue à travers plusieurs individus et ne disparaît pas. Même aujourd'hui on continue à apprendre de textes datant de l'Antiquité gréco-romaine. C'est dire si la transmission est puissante. À une plus petite échelle, vous et moi nous sommes tous fortement influencés par la société dans laquelle on vit, par ce que nous ont transmis nos parents. S'il existe un élément qui distingue l'homme des autres animaux, cela ne peut être que celui-là. Et c'est celui-là qui nous porte aujourd'hui encore. Ainsi donc, si vous voulez être digne d'un homme, écoutez vos parents et transmettez tout votre savoir à vos enfants. Cela vous évitera de faire des singeries. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu, merci de l'avoir regardé, et je vous souhaite à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!